Donc on va parler de cabinet d'ophtalmologie, d'accès direct, des nouveautés de la convention, des protocoles, des urgences, de la télémédecine, des orthoptistes en accès direct et du code 5. Voilà. Donc on a déjà parlé, pour utiliser le terme cabinet d'ophtalmologie, maintenant il y a des conditions qui ont été validées par l'ASFO, le COUF, enfin bref, par le CNP, par le SNOF, et donc qui vont être transmises à l'ordre des médecins. Donc il faut la présence d'un ophtalmologiste au minimum 2 jours par semaine sur le site ou à 40% du temps d'ouverture du site, parce que souvent les sites secondaires ne sont pas ouverts 5 jours par semaine. Et donc, l'ophtalmologiste qui a ce site doit assurer la prise en charge du patient et doit assurer la continuité des soins, en sachant que, normalement, la durée du trajet doit être de moins d'1 heure, donc 45 minutes ou 45 km. Donc, en pratique, Vincent, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur les sites de prise de rendez-vous, où souvent, pour une orthoptiste ou pour un opticien, on voit consultation d'ophtalmologie ou ophtalmologie en dessous du nom de l'opticien. Donc, qu'est-ce que ça va changer, ça, pour les sites de rendez-vous ? Alors, en fait, le but de ça, on a interrogé les adhérents, la réponse a été très claire, c'est pas nous qui avons décidé, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un de l'assistance, 97% effectivement des ophtalmos se sont positionnés. On avait des cabinets d'ophtalmologie, enfin des cabinets qui se faisaient appeler cabinets d'ophtalmologie sans aucune présence d'ophtalmo. Quand je dis aucune, c'est 0 jour sur l'année en fait. Donc ça posait un problème parce qu'en fait ça leur permettait de penser structure, opticien ou orthoptiste, d'apparaître sur les sites de rendez-vous comme des ophtalmologistes et de finalement d'amener de la confusion. C'est comme ça qu'ils remplissaient leurs agendas. On avait des structures commerciales qui créaient des cabinets quasiment clés en main, des ophtalmos qui pensaient qu'ils n'avaient pas le temps de le faire. Et finalement, c'était des faux cabinets. Ils annonçaient au Conseil de l'Ordre qu'ils étaient sur place, qui assuraient la continuité, ce qui n'était jamais fait. Et donc on a vu apparaître énormément de faux cabinets d'ophtalmologie qui, quand les gens tapaient ophtalmo, finalement, tout simplement, ils avaient rendez-vous avec autre chose qu'un ophtalmologiste. Donc l'idée, c'était de cadrer ce genre de choses. Alors pourquoi c'est important ce terme ? C'est éviter la confusion des patients. Pour ceux qui étaient sur le débat, effectivement, avec la DGOS, on a besoin de lisibilité pour les patients. Et moi, aujourd'hui, ça me paraît normal qu'un patient qui tape ophtalmologie, il tombe sur un ophtalmologiste. Si je veux taper opticien, je ne vois pas pourquoi j'irais voir un ophtalmo. Si je veux voir un opticien, je vais voir un opticien. Donc ça, c'est important. Donc au moins pour les sites. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire le ménage sur pas mal de choses. Chez les opticiens, c'est en cours. Chez les orthoptistes, c'est en cours également. Ça se passe plutôt pas trop mal avec le SNAO. Parce qu'en fait, même s'il y a des orthoptistes qui vont un peu moins bien vivre, finalement, ils tuent leur profession. En se faisant passer pour des ophtalmologistes, ils ne font pas apparaître la profession d'orthoptiste, donc c'était embêtant. Et donc, le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était les protocoles organisationnels ne peuvent se faire que dans le cadre d'un cabinet d'ophtalmo. Donc aujourd'hui, les gens inventaient des protocoles organisationnels dans des faux cabinets ophtalmo, ce qui leur permettait de voir 100% des patients en direct vers l'orthoptiste, et donc ils ne respectaient plus les critères effectivement du RNM, puisqu'on était sur un cabinet différent. Alors c'est vrai que ça semble compliqué, mais on a vu tout à l'heure avec les opticiens, 40% pour les opticiens, ça leur semble incroyable. C'est soit vous êtes 2 jours par semaine, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de distance, soit vous êtes effectivement 40% du temps d'ouverture, et si vous êtes, ce cabinet est vraiment éloigné, il faut que vous puissiez trouver une solution pour assurer la continuité des soins. Donc l'idée, c'est pas de fermer les cabinets secondaires des gens qui fonctionnent. Et le Conseil de l'Ordre a déjà tranché, il est en train d'envoyer de toute façon une directive, mais sans nous, c'était parti. S'il n'y avait pas de présence de médecins sur le cabinet, pour eux, ce n'était pas un cabinet médical. Donc ça leur va bien, ça va aujourd'hui alimenter ce genre de choses. Et donc sur les sites de rendez-vous, ils sont en train de fermer gentiment les gens qui se positionnent en tant qu'ophtalmologistes. Alors ils discutent, mais bon, ça grince un peu des dents. Pour l'instant, la menace de certaines grosses structures, on ne peut pas citer, vous les connaissez, c'est dire on va s'installer dans une autre plateforme de sites de rendez-vous. Le Conseil de l'Ordre va plutôt nous accompagner sur ce sujet. Merci. Alors, je redis quelque chose sur le parcours de soins. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore des ophtalmos qui ne connaissaient pas l'accès direct, quelles étaient les règles. Donc, votre patient, soit il est en accès coordonné envoyé par le médecin traitant, donc il y a un adressage, vous faites une réponse et vous pouvez coter sous condition APC, soit il a un accès direct, donc pour tout ce qui est réfraction lunettes, pour tout ce qui est glaucome, dépistage et suivi, et DMLA, dépistage et suivi. Donc ensuite, qu'est-ce que nous apporte la Convention ? Donc la Convention, elle est très échelonnée, puisqu'elle va de juillet 2024 à janvier 2026. Et donc, principalement pour nous, on va détailler qu'est-ce qui change, mais ça va être l'APC en fin d'année, ça va être la période de référence de l'OPTAM, et puis ça va être l'augmentation de la CCAM via le point travail.
Donc la convention, c'est en fait un jeu d'écriture et quelques revalorisations. Donc en juillet, l'aide pour l'emploi d'un assistant médical a été augmentée de 5%. À partir du 22 décembre, certains codes vont être simplifiés. C'est une simplification qui peut-être au début va être un peu compliquée, à savoir que quand on est en secteur 2, qu'on fait une consultation, on ne va plus mettre CS, mais on va mettre C, et ça va valoir toujours 23 €. Et quand on va être en secteur 1 ou quand on respecte le tarif d'opposition, eh bien, il va y avoir CS, MPC, MCS qui va devenir CS plus MCS. C'est-à-dire que CS plus MPC, cette majoration MPC était une majoration provisoire et elle va être intégrée à consultation. Donc on va toujours se retrouver à 31,50, mais on va coter CS plus MPC. Donc, plus MCS, oui. Donc cette MCS, c'est une majoration de coordination de spécialistes. Donc là, la question à Vincent, c'est normalement, pour coter ce MCS, il faut un retour d'information au médecin traitant. Donc bien sûr, nous, comme on a un accès direct, les secteurs 1, ils le cotent, ils ne font pas forcément de retour d'information, les secteurs 2 non plus quand ils sont au tarif opposable. Donc est-ce qu'il faut vraiment faire ce retour d'information et sous quelle forme? Alors en pratique, théoriquement, on devrait le faire. De plus en plus de cabinets structurés donnent un courrier systématiquement aux patients en sortant. Donc au moins, ça remplit automatiquement cette condition. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore répandu de façon systématique. Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas eu de contrôle et de discussion sur ce sujet-là. Maintenant, on a des logiciels informatiques qui permettent de le faire. Finalement, le patient il sort avec un compte-rendu. Parfois, c'est presque plus rapide et ça évite de rappeler pour l'avoir. Donc, il a son compte-rendu, on le confie au patient, ça fonctionne aussi bien. Ce n'est pas un énorme travail. Mais à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas eu de contrôle et il n'y a pas de débat, effectivement, sur le fait que le patient il vienne, il sorte et qu'il n'y a pas de courrier qui ont été transmis. Oui. Il y a eu quelquefois, il y a eu un ophtalmo qui m'avait dit ma caisse est venue, elle a voulu voir tous les courriers et évidemment il ne les avait pas et il a dit non mais nous on a accès direct, on fait pas. Non mais voilà quand même. Mais après il n'y a pas eu de suite. Je pense que Paris a dû dire que. Oui, voilà. C'est toujours pareil. Si on tombe sur un médecin parfois conseil qui a décidé de venir nous casser les pieds à juste titre ou pas à juste titre, ils vont utiliser toutes leurs armes à leur disposition. Hein. Et là, c'est vrai que ça peut devenir parfois très compliqué. Je pense que si on est tous examinés au microscope, je pense que c'est tellement devenu compliqué qu'on est tous probablement en situation difficile. Juste une question, les optam, ils sont où là? Les optam, ils sont comme le secteur 1, si tu veux. Mais en fait, on est tous à la même enseigne. Si tu veux, si tu dépasses, tu cotes C quand tu es secteur 2. Même un secteur 2 optam? Non, pas optam, quand tu es secteur 2. Après, quand tu es secteur optam, tu cotes comme le secteur 1. Donc après, mais ça, on en reparlera, parce que c'est pour la fin de l'année, donc je pense qu'il y aura des alertes SNOF. L'avis ponctuel de consultant qui est à 56,50, il va passer à 60 € en décembre et les critères vont être inchangés. La seule chose qui change, c'est qu'on pourra faire un APC après 3 mois, si on a fait une telle expertise, 3 mois après, on pourra coter APC. Bon, ça, c'est quand même pas la majorité des cas, c'est epsilon, je pense, tout au moins pour nous, les ophtalmos. Et donc, Vincent, on avait demandé qu'on puisse coter APC si on était adressé, si le patient était adressé par un autre spécialiste, alors que là, c'est toujours le médecin traitant qui doit adresser directement à toi. Ça ne peut pas être un autre spécialiste ou un spécialiste qui a été mandaté par le médecin traitant. Non, ça ne marche pas. Et donc, pourquoi ça a bugué, ça, au niveau de la convention ? Il y a encore Thierry qui est là-bas, donc il pourra également en parler. En fait, tout simplement parce que les médecins généralistes, qui sont des médecins maintenant spécialistes en médecine générale, c'était un casus belli pour eux. Hein. Il était hors de question aujourd'hui qu'on puisse avoir accès à cette cotation si ça passait autrement par la médecine générale. C'est la difficulté quand on va en négociation de conventions. C'est les syndicats horizontaux qui négocient. Hein. Donc Avenir Spé pour nous, CSMF essentiellement pour les spécialistes. D'autre côté, MG France, CSMF. Et aujourd'hui, c'est une discussion qui se fait entre généralistes et la caisse, et entre spécialistes et la caisse. Et parfois, effectivement, il y a des choses, les généralistes sont bloqués. Et voilà, ça a bloqué essentiellement à cause des généralistes. Aujourd'hui, ils ne voulaient absolument pas, au nom du parcours de soins, même si on envoyait systématiquement. Donc, pour ne pas bloquer la convention, finalement, c'est resté un peu comme c'en est, mais il y a une porte ouverte pour réfléchir sur un groupe de travail, pour pouvoir modifier effectivement cet accès. Donc ça va être le travail qui va arriver probablement dans les mois ou années à venir. Mais c'était un blocage très clair de la médecine générale. Parce que l'exception existe pour les anesthésistes. Oui, ça existe aussi l'APC du chirurgien, mais là, si tu veux, pour la règle générale, voilà.
C'est la difficulté de négocier en convention quand on discute, parce qu'on représente deux professions totalement différentes. Les médecins, sans aucun critique, les médecins généralistes ont un modèle plus différent, qui est un modèle plus sur le forfait plutôt qu'à l'acte, ce genre de choses. Ils poussent un autre modèle et les spécialistes autre chose. Mais quand vous avez les deux, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Vous devez ménager un peu la chèvre et le chou, ce qui est plus difficile. Si on était envoyé par un ORL, par exemple, il suffit de faire une copie au généraliste? Non. Normalement, non. Voilà. Il faut un adressage. Bon, voilà, c'est pas. Voilà. Aujourd'hui, voilà, normalement, non. Mais effectivement, ça semble logique. Et en plus, même en termes d'accès aux soins, aujourd'hui, on a des échanges directs renvoyés aux médecins généralistes. Et en plus, on fait le courrier souvent aux deux. On fait le courrier à l'ORL, on fait le courrier au généraliste. C'était évident. Je pense que la Caisse, Thierry, n'hésite pas à intervenir. La Caisse n'est pas opposée sur le principe, mais on était vraiment sur une position de blocage de la part de nos confrères généralistes, très clairement. Alors, donc, au 1er janvier 2025, c'est bientôt. La période post-interventionnelle pendant laquelle on ne peut pas coter d'actes va passer à 10 jours. Actuellement, elle est à 15 jours. Elle passera à 10 jours. Et donc, 2022-2023 sera la nouvelle période de référence pour l'Optam, pour savoir le taux de dépassement, le montant du dépassement, etc. Donc, en 2024, en décembre et en juillet 2025, il va y avoir 2 revalorisations successives de 5 points sur le modificateur K, donc c'est un modificateur chirurgical, qui actuellement c'est un modificateur qui est de plus 20%, qui va passer à plus 30%. Mais ça, c'est valable uniquement pour secteur 1 et Optam. Et ça concerne, pour nous, pour notre spécialité, ça concerne quelques actes de chirurgie des paupières et de strabologie. Après, il va y avoir donc l'augmentation du point de travail de la CCAM. Donc, vous savez qu'avec l'inflation, il y a eu une augmentation des charges du cabinet, et donc, du coup, ça se répercute sur le point de travail, c'est-à-dire le coût de l'unité de travail pour un acte. Et donc là, ça va augmenter de 1,5 centime en janvier et en juillet. Et donc là, vous voyez la valeur des actes par rapport à votre secteur et par rapport au mois de janvier ou au mois de juillet. Bon, par exemple, en secteur 1, le fond d'œil va passer de 28,29 à 29,07. Voilà, ça va quand même pas changer la vie de la planète, mais voilà, une petite augmentation en attendant que la CCAM soit entièrement revue. On avait d'abord parlé de 2024, 2025, et maintenant on en est à des projets pour 2026 de refonte totale de la CCAM. Alors, pour les cotations des protocoles avec les orthoptistes, donc, vous savez qu'il y a 2 sortes de protocoles. C'est pas souvent simple de faire la différence, mais donc le protocole organisationnel, il organise votre consultation. Il se fait uniquement au cabinet et il se fait avec des patients connus de l'ophtalmo. Donc, les patients étant connus, l'orthoptiste peut savoir sur le dossier, ça doit être indiqué, prochain rendez-vous, faire un champ visuel et un OCT à l'arrivée, par exemple. Donc ça peut être de la consultation du travail aidé, l'ophtalmo étant présent, et donc l'ophtalmo peut coter en CCAM, et si besoin, il peut y avoir une cotation AMY. Ça peut être aussi dans les textes un suivi alterné pour une pathologie qui est diagnostiquée et stable, avec une cotation AMY, mais là où ça blesse, c'est que pour l'instant, les caisses, elles ont mis ça dans la loi, mais il n'y a pas de financement, c'est-à-dire que la lecture du dossier, c'est 0. Et le médecin, l'ophtalmo, doit faire après un compte-rendu, plus ou moins une ordonnance si nécessaire. Donc ça veut dire que ce suivi alterné, il ne peut pas rentrer, j'allais dire, dans la pratique courante, puisqu'il n'est pas valorisé. Parce que bon, on veut bien faire un OCT, par exemple, ou un champ visuel au bout de 6 mois à une orthoptiste, et on dit, on regarde le dossier, si ça a bougé, si ça n'a pas bougé, on envoie l'ordonnance et tout, mais enfin, il ne faut pas exagérer, 0 pour ça, c'est un peu raide. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas rentré encore dans les mœurs. Donc on va dire que le protocole organisationnel, c'est pour les patients au cabinet en préconsultation. Après, il y a le protocole qui s'appelle de coopération, donc qui se fait soit au cabinet de l'ophtalmo, par exemple pour le RNO, soit à distance. Et donc là, c'est le RNO qui se fait sur des patients connus de l'ophtalmo ou de son cabinet. Le RNM, qui devrait évoluer vers un nouveau RNM, et puis donc le dépistage de la rétinopathie diabétique.
Donc là, c'est le rappel donc, des cotations qu'on peut faire. Je me permets juste, Chantal, sur le RNM rénové, j'ai quitté tout à l'heure avec la DGOS. Je ne sais pas s'il a parlé de l'évolution du RNM rénové, ou ça n'a pas été non du tout. Parce qu'en fait, on a ce RNM rénové qui devrait apparaître. Tout est écrit, en fait, hein, c'est passé. Pour l'instant, il est bloqué, parce qu'il n'y a pas grand monde. Aux dernières nouvelles, ce qu'on a eu, c'est que globalement, il réfléchissait... mais avant, sur l'ancien gouvernement, en fait, hein, parce qu'aujourd'hui on est en attente, c'est de se dire on va carrément arrêter le RNM, repartir sur un nouveau protocole qui sera effectivement calé au RNM rénové, en disant que ceux qui rentraient dans le RNM, bah, finalement, il y a la primo-prescription, il y a ce genre de choses pour essayer de simplifier un peu les choses. Alors pourquoi ils réagissent sur le RNM? Ce dont on se doutait depuis pas mal de temps, ce qui a été dit en off, c'est que globalement, 2/3 des RNM étaient finalement des cotations qui n'étaient pas correctes, non respectées, des critères pas comme il fallait, et donc finalement, ça leur cassait un peu les pieds. Donc aujourd'hui, ils étaient jusqu'à arrêter carrément le RNM en version classique et basculer sur une version rénovée, sur un peu plus loin, mais plus cadré en fait. Mais bah, c'est prêt, il n'y a plus qu'à attendre. Enfin, c'est prêt, mais la question était à quel tarif? Alors la question était effectivement à quel tarif. Ils ont évoqué des sommes en disant que de toute façon, lors de la discussion, c'était le Conseil national de la coopération interprofessionnelle. Eux, ils discutent avec la caisse. La somme qui était évoquée, bon, c'était 34 €, mais c'est pareil compliqué de donner plus à un protocole plutôt qu'à une consultation. Donc je ne suis pas certain qu'on aura ce genre de choses. Voilà. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils se rendent compte que ce RNM, un petit peu, on n'a pas parlé effectivement de DHN, mais voilà, aujourd'hui, très clairement, il y a un retour de ce RNM, ça leur pose un vrai souci. Donc l'idée, c'est de l'arrêter totalement en fait. Après, est-ce que ça ne va pas rechanger avec un nouveau ministre? Ça, je ne peux pas répondre. Donc là, les associations en travail aidé, vous savez que donc on peut d'une part coter les actes médicaux en CCAM et d'autre part coter des AMY à condition qu'il n'y ait pas de redondance et à condition qu'il n'y ait pas d'interdiction, en particulier avec l'AMY8. Voilà, j'ai juste remis pour mémoire. Et donc là, c'était les questions que... Comment? Oui, là, il y a plein de questions là. Donc, dont le futur rénové, le RNM rénové, le futur RNM rénové, donc bah, tu viens d'en parler. Alors, il y a beaucoup de questions qui me viennent pour des protocoles avec une orthoptiste libérale. Donc les orthoptistes, à un moment, quand la MY est sortie pour la réfraction, elles ont toutes voulu partir en libéral. Et donc il y en a encore qui demandent à travailler, ou tout au moins des ophtalmos, qui ont besoin d'avoir une orthoptiste libérale qui viendrait 1 ou 2 vacations dans la semaine, voire d'autres qui me disent ah ben voilà, mes orthoptistes, il y a un libéral, elle est installée sur le même palier que moi, est-ce qu'elle peut faire ma préconsultation? Est-ce que ça pose des problèmes? Comment on peut faire? Quels sont les risques? Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Vincent, de l'orthoptiste qui vient faire l'orthoptiste libéral qui vient faire du travail aidé dans un cabinet ophtalmo? Le travail aidé de façon courante, classique, la réponse est non. Il y a plusieurs sujets. Il va y avoir un problème effectivement de facturation, parce que finalement l'orthoptiste, étant donné qu'elle est libérale, elle va vouloir facturer un maximum des MY, donc elle va vous imposer ce que vous allez coter derrière, puisqu'il y a quand même pas mal de cotations, on ne peut pas faire des MY avec les cotations derrière, donc vous allez devoir changer vos pratiques de cotation. Et le deuxième sujet, c'est du salariat déguisé très clairement. Donc, et on a quand même des sujets avec... ils se séparent pour des raisons X ou Y, l'ophtalmo part en retraite ou l'orthoptiste déménage et inversement. Et dans ces cas-là, ils se retrouvent sans rien puisqu'ils sont libéraux. Donc comme en tant que libéral, si vous arrêtez, il n'y a absolument rien. Donc finalement, ils se retrouvent souvent à attaquer l'ophtalmo pour aller dire c'était du salariat déguisé, c'est le même sujet que le beurre, ce genre de choses. Donc là, de façon chronique en travail aidé, ça, la réponse c'est il ne faut jamais faire ça parce qu'en plus le risque il est important. J'ai un souvenir d'un collègue aujourd'hui, l'estimation de son salaire c'était de l'ordre de 10 000 € par mois. Donc quand vous allez effectivement aller au prud'homme pour du salariat déguisé à quelqu'un qui avait une évaluation de salaire à 10 000 €, ça peut vous coûter très cher. Après, de façon épisodique, une demi-journée, 2 demi-journées par semaine en disant elle vient, elle fait méchant visuel, elle intervient, elle touche son acte et vous interprétez, vous faites une CS derrière, vous faites l'OCT si vous avez besoin d'avoir un OCT, il n'y a aucun sujet. Là, effectivement, elle vient, elle va faire une vacation et elle peut effectivement être en libéral. Et après, à l'intérieur de ça, il faut trouver simplement la bonne convention, le partage de toute convention d'honoraires, ce genre de choses, ça existe, il n'y a pas de débat. Mais organiser de façon structurelle du travail avec des orthoptistes libérales ou libéraux, voilà. En fait, ça c'est très très dangereux. Je vous le déconseille très fortement parce qu'il y a un vrai risque fiscal, URSSAF, et puis après de discussion avec l'orthoptiste qui sera ingérable. Si un jour, pour une raison X ou Y, qui décide de ne plus du tout cumuler les AMY avec les consultations ophtalmo, elle ne va plus rien toucher du jour au lendemain. La seule solution pour elle pour s'en sortir financièrement, c'est de venir vous chercher au prud'homme.
Alors ensuite, c'était quid des faux RNM sans limite d'âge qui sont proposés par des plateformes. Qu'est-ce qu'il y a comme risque pour l'ophtalmo? Donc quand on voit des sites internet, des plateformes qui proposent de 6 à 75 ans, ordonnance de lunettes, bilan visuel, etc., interprété par un ophtalmo. Donc, Alors, on revient un petit peu à ce qui avait été dit par le Conseil de l'Ordre tout à l'heure sur le débat qu'on a eu sur la télémédecine ou ces choses-là. On est sur du non-respect, on est quand même embêté s'il n'y a pas de continuité des soins assurés. Voilà, donc on a un risque déontologique. Et là, aujourd'hui, on sent bien que la DGOS comme la Caisse est en train de tourner autour en disant comment on arrête ça et comment on récupère et comment on les freine. Parce qu'aujourd'hui, ça leur déplaît. Ils sont embêtés juridiquement parce que c'est pas simple, mais ils vont y aller en fait. Miguel Zaki était à côté de nous, il disait bien voilà, dans son discours, il faut pas limiter les nouveautés, les choses comme ça, mais on a besoin de faire rentrer les choses dans les cadres. Ça en fait partie. Aujourd'hui, pour eux, l'accès aux soins, c'est du RNM, mais sans HN, parce que finalement, on augmente le reste à charge auprès du patient et ça ne leur plaît pas. Parce que de l'accès aux soins à 55 € avec une bonne partie qui est à la charge du patient, ça leur va pas du tout en fait. Et puis sans voir l'ophtalmo. Et sans voir l'ophtalmo en plus. Donc le renouvellement optique, donc vous avez d'abord la secrétaire, après l'orthoptiste, après l'ophtalmo. Le renouvellement Muren, c'est un petit peu la même chose, mais donc le bilan est interprété à distance. Et donc là, on arrive sur les actes de travail autonome de l'orthoptiste salarié. Donc vous avez une orthoptiste salariée, vous avez des journées où vous n'êtes pas là parce que vous êtes au bloc, par exemple. Donc actuellement, en accès direct et en autonomie, c'est-à-dire sans ordonnance ni protocole, elle peut faire différentes choses. Elle peut renouveler des lunettes sur une ordonnance qui est valide, une ordonnance qui date de moins de 3 ans, par exemple chez quelqu'un qui a 25 ans. Ça peut être une primo-prescription de lunettes, là où elle va coter AMY 8.7. Donc là, il y a des conditions, il y a des contre-indications. Ça peut être une primo-prescription de lentilles aussi. Là, pour faire ça, il faut qu'elle soit formée. Si elle est sortie après 2017, il faut qu'elle soit formée. Non, avant 2017. Si elle est sortie avant 2017, il faut qu'elle soit formée. Ça va être une formation de 14 heures. Et donc, sur l'ordonnance, doivent figurer les caractéristiques essentielles des lentilles. On va le rappeler plus tard. Et elle doit obligatoirement mettre sur l'ordonnance non médicale. Et donc, cette ordonnance serait valable 2 ans. Donc elle peut faire aussi, et c'est plus intéressant, c'est un dépistage de l'amblyopie chez les nourrissons, les enfants petits de 9 à 15 mois, un dépistage des troubles de la réfraction chez des enfants un tout petit peu plus grands, de 30 mois à 5 ans. Et donc, est-ce que le SNOF conseille qu'on fasse travailler nos orthoptistes dans ces conditions-là, en autonomie, quand il y a des créneaux vides ? C'était le but du RNO, c'est au départ qui a été construit comme ça, en disant je suis au bloc opératoire, j'ai un cabinet, j'ai des secrétaires, et finalement mon orthoptiste, je ne sais pas quoi l'utiliser, et en plus je ne réponds pas aux demandes. Donc plutôt que de laisser le cabinet vide, finalement les patients que je connais, qui sont simples, qui rentrent dans des critères où on est quand même en sécurité, finalement l'orthoptiste peut les voir et ça répond aux patients. Je pense qu'on peut utiliser l'ensemble de ce qui est là. Alors il y a des choses qui nous plaisent un peu mieux et un peu moins que d'autres. Dépistage des troubles de la réfraction, dépistage de l'amblyopie. Aujourd'hui, le dépistage dans les écoles, c'est un peu le parent pauvre, donc on pourrait très effectivement s'appuyer sur ce genre de choses. Et ça répond à un vrai besoin. Il faut répondre à ce genre de demande. Le renouvellement de lunettes, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Pourquoi pas le faire ? Utiliser leurs fonctions et bien évidemment compléter avec du RNO. Donc moi, je pense qu'il faut utiliser tout ce qui existe. La seule difficulté, c'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure, c'est de la lisibilité pour le patient. Comment on fait pour lui faire comprendre ? Parce que effectivement, alors ça passe par les sites de rendez-vous internet ou votre secrétariat qui doit être hyper carré. Alors il y a des choses qui sont assez faciles à flécher, c'est le dépistage de l'enfant en bas âge, en sachant que le dépistage de l'enfant sera fait par l'orthoptiste du cabinet, vous ne verrez pas et en cas de souci, vous verrez dans un second temps. Ça c'est assez facile, mais par exemple les sites de rendez-vous, aujourd'hui vous risquez de faire apparaître, on parlait tout à l'heure de cabinet d'ophtalmologie, quand vous êtes référencé sur les sites de rendez-vous, vous êtes référencé en cabinet d'ophtalmo. Si vous voulez apparaître en tant qu'orthoptiste, finalement vous allez devoir avoir une espèce de page au départ en disant vous êtes bien au cabinet X, au cabinet du docteur Lim, je veux voir un ophtalmo ou je veux voir une orthoptiste. Je ne suis pas certain qu'on ait envie au sein de nos cabinets de se dire à tous nos patients je veux voir un ophtalmo, je veux voir un orthoptiste. Donc il faut vraiment travailler sur comment on va flécher ces patients-là. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être effectivement par l'intermédiaire des CPTS, ça peut être les confrères, ça peut être se dire aujourd'hui on peut les voir et il faut les utiliser. Et ça répond, on commence à voir la prochaine étude des délais qui va sortir début octobre, et on voit encore quelques confrères qui refusent par exemple les nouveaux patients.
Alors, sur des motifs qui ne sont pas terribles, voilà, j'ai envie de dire, ça permettrait peut-être aussi de voir de nouveaux patients ou des enfants plus jeunes parfuser les patients. En termes d'image, même si c'est plus grand monde et que l'accès aux soins s'améliore grandement, c'est vrai que c'est assez moche quand les patients téléphonent et qu'on leur répond, non, je ne prends pas le patient. Ça, c'est assez dramatique. Question. Renouvellement des lunettes sur ordonnance valide. Oui. Même condition que les opticiens. L'orthoptiste doit renouveler l'ordonnance. Oui. Donc c'est une ordonnance qui repart valide. Non, non, c'est une ordonnance valide sur laquelle l'orthoptiste fait une nouvelle réfraction. Donc le patient, il a vu l'ophtalmo il y a 2 ans, il a eu une ordonnance, des lunettes, et il dit, mais tiens, ma vue a baissé, donc là, elle refait une réfraction et elle ne fait pas une ordonnance. Elle écrit sur ton ordonnance, elle met son nom, son adresse, son tampon, et elle écrit la nouvelle réfraction, enfin la nouvelle formule de lunettes. Voilà, c'est l'ordonnance initiale qui fait foi pour la durée. Non, 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 elle a la durée initiale. Exactement les mêmes conditions que l'opticien. Là, c'est du copier-coller du renouvellement optique, du renouvellement de lunettes chez l'opticien, en fait. Donc là, il y a un petit résumé de tout ça. C'est effectivement toutes les possibilités d'accès à une orthoptiste. Et quand on disait ça commence à être difficilement lisible, c'est assez vrai quand même. Voilà, donc il va falloir qu'on soit un peu plus simple. Et là, c'est pour des professionnels, pour les ophtalmos, et même pour nous, parfois on a besoin de l'avoir sous les yeux pour pouvoir répondre aux questions, en fait. Tout à fait. Donc après, on revient sur l'ordonnance de lentilles de contact qui doit, même si c'est vous qui faites cette ordonnance, il doit y avoir dessus les caractéristiques essentielles, donc la marque commerciale, le nom, le modèle de la lentille, sa référence dans le catalogue, son type, si elle est souple, rigide, perméable, sclérale, rayon, diamètre, fréquence de renouvellement et type de port, et puis le type d'entretien et le nom de la solution d'entretien. Voilà, donc ça, c'est à préciser, que ce soit une ordonnance médicale ou une ordonnance orthoptique. Oui ? Comment ça se passe sur des patients qui ne savent pas du tout poser les lentilles, puisque normalement l'orthoptiste n'est pas censé faire la manipulation, ils vont faire la manipulation chez l'opticien. Alors pour une primo-prescription, chez quelqu'un qui n'a jamais porté de lentilles, vous pouvez prescrire l'apprentissage de la manipulation. Donc c'est une prescription, faire pratiquer par l'opticien l'apprentissage de la manipulation, et il est payé, je ne sais plus, 10 €, non ? Combien il est payé pour ça ? Je ne sais plus, je crois que Ils c'est peuvent 10 €. facturer, mais en fait, c'est très rarement fait. Oui, en fait c'est très rarement fait, mais on peut le faire. Il y a une possibilité de contrôle sur ça, parce qu'il y a plein d'opticiens qui se disent adaptateurs de lentilles et qui en fait ne le sont pas du tout et qui n'ont pas même pas équipé. Non, mais ils ne font pas l'adaptation. Attention, l'adaptation, c'est autre chose. L'adaptation, c'est le choix de la lentille, c'est vérifier avec la fluo que ça va pas, la puissance, le rayon, c'est trop serré, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, l'opticien, il apprentissage de la manipulation, c'est-à-dire la lentille, la sortir de son étui, la rincer, la poser, l'enlever, etc. Mais ce n'est pas du tout l'adaptation. C'est un échange qu'on a actuellement avec les opticiens, avec leurs représentants, avec le GIFO de Contacto. L'idée, c'est de développer la contactologie. On posera probablement la question aux adhérents l'année prochaine. Dans les questions qu'on pose aux adhérents une fois par an, c'est pour structurer un peu la profession dans les années à venir, pour connaître vraiment les tendances de fond sur la contactologie. On a un sujet sur les opticiens qui s'annoncent faire de l'adaptation. Aujourd'hui, si je tape lentilles dans la plupart des villes, je vais avoir plus d'opticiens que d'ophtalmo. Et je vais avoir comme motif adaptation de lentilles, ce qui est illégal. Donc c'est officiellement demandé effectivement aux gens de nos sites de rendez-vous d'arrêter ça, parce que c'est un motif illégal, donc c'est en cours. Après, effectivement, ce que dit Chantal, c'est effectivement manipulation, apprentissage. Et on a tous remarqué qu'on a parfois effectivement des opticiens qui finalement, on se dit, non, c'est pas la peine de revoir l'ophtalmo derrière avec la lentille posée sur l'œil. En plus, il va vous le demander, c'est un ophtalmo honnête, il va vous faire du hors nomenclature, il n'y a pas besoin. Donc, moi, je vais le faire moi-même. Voire, je vais récupérer une ordonnance par mes plateformes de téléexpertise ou de télémachin bidule. Donc, et finalement, le patient ne nous revient pas. Donc, on a remonté effectivement aux opticiens. Et on essaye de réfléchir avec eux pour pouvoir avoir un espèce de cadre en disant, ça serait peut-être bien de faire les choses correctement. On vous délègue ce genre de choses, vous créez de la relation avec votre patient-client, ça les intéresse qu'à moitié parce qu'ils ne gagnent pas d'argent sur la contacto, sur la vente de lentilles. Il y en a d'autres qui me disent oui, parce qu'on crée de la relation. On voulait essayer de structurer un peu, mais on sent bien qu'ils n'aiment pas trop les trucs structurés. On a vu que c'était quand même compliqué à gérer. Et finalement, l'idée, c'est regarder localement, vous devez connaître votre environnement, et puis si vous avez d'opticiens à qui vous faites confiance, fonctionnez comme ça. Donc, et on va passer par les gens qui font de la contacto en disant on va essayer de créer un parcours de contacto, pas qu'avec l'ophtalmo, dans de bonnes conditions, voilà les règles, les gens qui fournissent les lentilles en disant c'est comme ça que ça doit fonctionner. Quand un ophtalmo prescrit effectivement apprentissage, manipulation,
attention à vous, retournez-le avec la lentille posée sur l'œil sur le bien, vous allez créer du lien intelligemment, voilà, c'est aller dans des bonnes pratiques, on va essayer de les accompagner vers ça, mais ça va prendre un peu de temps, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'opticiens qui disparaissaient, hein, on le sait, malheureusement, ce qui est pas malin, parce qu'ils gagnent sur une fois, mais finalement, en termes d'image, c'est pas très malin pour eux, mais la vue à long terme pour eux est parfois difficile. Surtout qu'il y a deux fabricants de lentilles qui ont des soupçons de rémunération d'opticiens. Alors, c'est un sujet qui est réglé ou en cours de règlement. Donc, on en parlait également. Donc, comme je dis souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au départ, c'était pour essayer d'impliquer un peu plus les opticiens, pour éviter effectivement l'abandon, ce genre de choses. Mais en face d'eux, ils avaient des gens qui avaient une vision parfois un petit peu plus financière, et parce qu'en fait, bien évidemment, le fait de l'adaptation, d'apprendre à poser, c'était rémunéré que s'ils vendaient la lentille de ce fabricant. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec des opticiens qui changeaient nos ordonnances en les orientant vers le fournisseur de lentilles qui effectivement payait pour l'adaptation. Alors déjà maintenant c'est illégal puisqu'ils ne peuvent pas switcher de cette façon-là. Et aujourd'hui ça va s'arrêter officiellement puisqu'il y a le GIFO, c'est le groupement effectivement des fournisseurs d'optique. Le Contacto, bon il y a eu un débat, ça a été fait. Bon effectivement, je pense qu'aujourd'hui le discours c'est on a fait une bêtise, on n'a pas perçu que ça allait mal tourner, un peu comme les ministres avec les centres de santé. Bon voilà, marche arrière et aujourd'hui voilà, il y a plusieurs qui ont suspendu, d'autres qui ont arrêté. Ça, voilà, c'est en cours de règlement définitif, je ne suis pas inquiet là-dessus. Et comment vous conseillez quoi pour l'adaptation quand le patient fait l'adaptation à apprentissage tout ça avec l'opticien et qu'il revient au cabinet avec la lentille sur les yeux? Alors, je ne suis pas contactologue et je me tournerai vers les gens qui font de la contactologie et la SFOLC qui sera capacité, parce qu'il faut vraiment avoir affaire à des gens qui en font beaucoup. Ce qu'on entend aujourd'hui, il y aura deux modèles. Soit on est en capacité au sein du cabinet de le faire en une fois et puis bon, on ferait la consultation, puis on ferait une espèce de dépassement supérieur pour l'adaptation, bon, un peu limite. Ou la deuxième fois, je pense, c'est consultation de contrôle, je prends les mesures, je fais le contrôle, les lunettes. Vous allez apprendre à manipuler, ça crée du lien avec l'opticien d'à côté, vous revenez avec les lentilles posées sur votre œil. Cette deuxième consultation sera hors nomenclature. Par contre, cette deuxième consultation, surtout si c'est des lentilles simples, elle devrait être un tarif plutôt simple, pas cher, parce que les opticiens s'engouffrent dans le fait qu'on ait des contactologues qui adaptent des trucs -2, qui prennent 3 secondes et qui demandent 150 € hors nomenclature. C'est très facile. Et c'est une consultation qui me semble un peu rapide et qui, voilà, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, ça ne nécessite pas forcément 150 €. Quoi. Voilà, on vérifie, on prescrit et on se replace, nous, en tant que prescripteurs, et on respecte les règles d'une deuxième consultation finalement rapide, à un tarif raisonnable pour le patient et qui est dans un circuit qui moi, me paraît correct. C'est plutôt ce modèle qui me plaît plus actuellement. Mais je demanderai aux gens qui font de la contacto avoir leur avis. Alors, on arrive aux cotations de majoration d'urgence. Donc, il faut savoir que pour la Sécu, une urgence vraie, c'est un état clinique urgent qui n'était pas prévu 8 heures auparavant. Donc, c'est une affection ou une suspicion d'affection qui met en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et qui nécessite donc la mobilisation de ressources humaines et matérielles, un plateau technique, des urgentistes, que sais-je d'autre. Et donc, un acte en urgence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit être facturé avec un tarif opposable. Donc, à partir du moment où il y a une majoration d'urgence qui est marquée sur la feuille de soins, on ne peut plus faire de dépassement au secteur 2 sur l'acte lui-même. Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui soient piégés parce que les pompiers les emmènent dans une clinique à fort dépassement ou des choses comme ça. Et donc, un acte de nuit, c'est un acte qui est effectué entre 8h et 20h. Et la majoration, on peut la coter uniquement si l'appel pour le rendez-vous a eu lieu entre 19h et 7h du matin. Et donc, il y a des codes de majoration qui sont un peu différents. Si c'est un acte clinique, ça doit être 19 quelque chose, ou si c'est un acte technique, ça doit être 40 ou quelque chose comme ça, en sachant que les actes techniques, ils ne sont pas tous éligibles à la majoration d'urgence. Donc, il y a une liste de la CCAM. Et donc, Vincent, quel est l'autre intérêt? Y a-t-il un autre intérêt que financier de proposer un rendez-vous un dimanche, parce qu'il y a des sites internet, vous avez des ophtalmos qui proposent un rendez-vous un dimanche avec leur remplaçant, alors que leur cabinet, le lundi, c'est tout vide. La réponse est non, s'il n'y a pas besoin. Après, bon, s'il y a besoin de remplir sur 7 jours, pourquoi pas, mais voilà. Mais les cotations ne doivent être effectivement, de toute façon, dans ces cas-là, elles sont différentes. Il peut consulter le dimanche parce que le lundi, il préfère aller à la pêche, mais en tout cas, les cotations doivent être les mêmes que le lundi. Et c'est pour ça que ça vient de se durcir un tout petit peu dans la convention. Avant, c'était état clinique urgent et acte non prévu 8 heures auparavant. Ça n'a
paru pas suffisant à la caisse et ils ont rajouté avec la nouvelle convention l'affection, suspicion, mettant en jeu la vie du patient, l'intégrité de son organisme parce qu'on avait des spécialistes de j'ouvre le dimanche et je facture systématiquement aux patients une majoration fériée. Alors, c'était les centres de santé qui faisaient énormément en ophtalmo. Donc, en fait, le plus simple pour eux, ça a été de faire ce genre de choses. Donc là, j'espère que les centres de santé, ou bien j'espère pas, je préférerais qu'ils ne le fassent pas, comme ça permettra de faciliter les contrôles de la caisse. Aujourd'hui, très clairement, ça va être très rapide pour la caisse de pouvoir dire, ben là, non, c'est pas possible, vous avez fraudé. Voilà, donc aujourd'hui, non, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, mais oui, les structures qui faisaient ce genre de choses, qu'on voyait, quand on avait les actes, ils facturaient systématiquement une majoration de férié, alors que les gens avaient simplement pris pour une consultation de contrôle de dimanche, en fait. Voilà, une majoration de férié, c'est pareil. Ça doit être une urgence. On ne peut pas majorer sous prétexte que c'est un jour férié si ce n'est pas un acte urgent. Mais bon, il faut savoir quand même que nous, dans nos cabinets, c'est quand même assez rare qu'on travaille les jours fériés et qu'effectivement, à part les centres de santé, ce n'est pas la majorité des ophtalmos qui travaillent les jours fériés. Et donc, tu fais bien de le dire, il y a des contrôles par les caisses qui sont programmés. Alors, la téléconsultation. Donc, pour tout ce qui est télé quelque chose, il faut une traçabilité, une sécurité, le secret médical. Et le patient doit être informé et consentant. Ça, c'est hyper important. Il faut garder les traces de l'information et du consentement. Donc la téléconsultation, elle se fait donc en direct. Et donc il faut respecter le parcours de soins et la territorialité. Alors la territorialité, c'est un peu plus compliqué que ce qui paraît, parce qu'en fait, la territorialité, on n'est pas obligé de la respecter si on est dans un désert médical. Comme la France est un grand désert médical, ça veut dire que presque partout, les plateformes peuvent dire « Ah oui, mais là, on est en sous-dotation » ou « Là, on est en tension », etc. Donc, il faut envoyer un compte-rendu, mettre un compte-rendu dans le dossier patient, dans le DMP, si le patient en a un, au médecin traitant et au médecin requérant. Le patient, pour la téléconsultation, en code TC en secteur 2 et en code TCS en secteur... en code TC en secteur 2 et TCS en Optam secteur 1. Et donc là, les tarifs sont différents aussi, sachant qu'en secteur 2, on peut dépasser sur une téléconsultation. Le suivi du patient en présentiel donc, reste indispensable. Et donc la question, c'est quid de la téléconsultation en cabine avec l'opticien et un ophtalmo très éloigné, c'est ce dont on a parlé ce matin en fait. Voilà, c'est ça, on a répondu ce matin. De toute façon, on a déjà une sanction. Il y a une collègue qui a pris un avertissement, donc qui a arrêté. Voilà, donc la réponse est toujours la même. Alors, monsieur du Conseil de l'Ordre était clair, territorialité, continuité. Voilà, le maillon faible de ces téléconsultations en optique, c'est chez les opticiens, il faut que ça soit fait sur le territoire avec des ophtalmos en capacité de le voir. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de choses. Si je peux recevoir le patient, plutôt que de faire une téléconsultation, je préfère le voir. Moi, actuellement, j'ai un peu de mal à voir l'intérêt de ce truc. Bon, pour l'instant, on sait tout, c'est là, on a un régime général. Mais aujourd'hui, toutes les téléconsultations qu'on voit la plupart du temps chez les opticiens, l'ophtalmologiste, pour beaucoup d'ailleurs, viennent des centres de santé qui ont fermé en fait. Donc c'est juste pour eux, ça leur permet d'arrondir leur fin de mois, de faire d'autres choses, mais souvent il n'y a aucune continuité, aucune territorialité. Et donc dans la ROF, vous avez différents exemplaires pour interpeller le Conseil de l'Ordre, pas forcément aller porter plainte, mais au moins l'interpeller, parce qu'aujourd'hui ils sont très demandeurs de ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, plus ils auront remonté d'informations, plus ils seront actifs sur ce genre de choses. Et aujourd'hui, il y a un exemple, il y a un deuxième qui arrive, où il y a des sanctions qui sont faites. Donc les confrères qui seront des professionnels de la téléconsultation à 500 ou à 1000 km de chez eux, effectivement, risquent d'avoir des soucis, en tout cas ordinal très clair. Donc une façon de savoir où est le professionnel de santé, c'est d'envoyer quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez confiance, et qui ressort avec une ordonnance ou qui reçoit son ordonnance sur son portable. Et donc là, vous avez le nom, l'adresse du médecin en question qui a signé l'ordonnance, par exemple. Donc là, c'est la téléexpertise pour l'ordonnance, si c'est l'ordonnance seule. Donc le médecin requis, il donne un avis ponctuel, un avis d'expert à un professionnel de santé requérant. Donc ça peut être un ophtalmo qui donnerait un avis d'expert à un opticien. Sauf que dans les cabines de l'opticien, ce n'est pas un avis ponctuel, c'est un avis systématique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de médecin à distance refuser d'envoyer l'ordonnance, sauf cas exceptionnel, aux patients. Donc le mot ponctuel est très important. Si on démontre que c'est une action systématique, que tous les patients de l'opticien vont avoir une téléconsultation pour avoir une ordonnance, là c'est plus du ponctuel et le requérant, ça ne va pas.
Donc l'orthoptiste peut être un requérant, sachant qu'il n'y a pas de cotation pour demander l'avis. Les médecins ont une cotation, les orthophonistes aussi et d'autres professionnels, qui s'appelle RQD, qui est à 10 €. Les orthoptistes, elles n'ont pas cette possibilité de coter 10 €. Probablement que la Sécu juge que l'orthoptiste n'a pas à demander un avis d'expert à un ophtalmo, qu'il faut que le patient soit vu par l'ophtalmo. Et également, on ne peut pas faire de téléexpertise au sein d'un même cabinet, d'un même hôpital ou d'une MSP. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer des orthoptistes à distance qui demanderaient par téléexpertise l'avis de l'ophtalmo, qui coterait 20 € pour juste donner son avis. Ça, dans un même cabinet, ce n'est pas possible. Donc il faut savoir que le médecin requis peut refuser de répondre à la téléexpertise et il doit faire un compte-rendu sous 7 jours pour le dossier, le requérant, le médecin traitant, plus ou moins le DMP. Le tarif, c'est 20 €. Remboursé 100% par la Sécu. Et donc, toujours pareil, on en a parlé ce matin, de ces téléexpertises systématiques via une plateforme suite à un examen de réfraction par une orthoptiste ou par un opticien. Aujourd'hui, les modèles qui nous posent le plus de soucis chez les opticiens, en fait, ils ne font pas de téléexpertise. Ils ne s'embêtent pas à respecter les cadres de téléexpertise, puisqu'en fait, ils seront payés tout simplement sur la marge qu'ils feront sur la paire de lunettes qui va être vendue derrière. Donc, pour pouvoir passer à travers les règles et se dire « je ne m'embête pas avec ça », elle n'est quasiment pas facturée. Alors après, le débat qu'on a eu ce matin, et vous avez vu que c'était quand même un peu compliqué, on a bien compris que ça n'allait pas forcément être simple, c'est quelle est la légalité de fournir une ordonnance sur une simple mesure de chiffre, en fait. Donc, il y a comme le problème déontologique, c'est clair, il y en a un, et après, effectivement, il faudrait probablement aller plus loin pour que cette ordonnance, on ne soit pas en capacité de fournir une ordonnance parce que je reçois 1+2 sur un outil numérique pour un patient qui a été mesuré effectivement par un opticien. Donc après, le systématique via une plateforme, oui, il y a un vrai sujet. Et on revient sur la téléconsultation, mais en général, ils font plutôt de la téléconsultation. La téléexpertise, ils ont bien compris qu'ils ne voulaient pas rentrer dans la téléexpertise parce que finalement, ils avaient en plus une couche de règles de la caisse. Donc ils se sont dit, pour 20 €, je ne vais pas m'embêter à côté une téléexpertise, je vais prendre de la marge sur la paire de lunettes tout simplement. Et alors, comment ils rémunèrent le professionnel de santé, enfin l'ophtalmo qui envoie l'ordonnance? Alors, les deux plus gros connus actuellement qui font de la pseudo-téléexpertise, parce que d'eux-mêmes, ils considèrent que ce n'est pas la téléexpertise. L'opticien paye un abonnement qui est de l'ordre de 300 € par mois, et à chaque ordonnance reçue, il va payer 20 €. Ça va à la plateforme qui sert d'intermédiaire, et c'est la plateforme qui va payer effectivement l'ophtalmo pour tout simplement qui a fourni l'ordonnance. Pour une des solutions, l'ophtalmo, il est propriétaire, actionnaire de façon importante. Et puis pour la deuxième plateforme, il est indirectement actionnaire et il touche effectivement chaque acte. D'accord. Alors là, on arrive au code 5. Donc j'ai plus en plus de demandes d'infos sur l'utilisation du code 5, en particulier dans le cadre de la DMLA et du bilan pré-IVT avec IVT secondaire. Donc le code 5, c'est si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la journée sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit justifier dans le dossier médical. Et c'est tenu à disposition du contrôle médical. Donc la cotation, elle doit être justifiée dans le dossier. Il y a des contrôles sécu là-dessus et des remboursements d'indus. Donc il ne faut pas le faire de façon systématique. L'acte qui est en code 5, il doit être imprévisible. Donc c'est par exemple quelqu'un qui vient et qui a une capsule opacifiée, qui habite à Perpète ou qui est complètement handicapé, et vous lui dites si vous attendez cet après-midi, je peux vous faire une séance de laser, vous n'aurez pas besoin de revenir, et le laser, vous pouvez le coter en code 5, le YAG. Donc il faut faire ça pour des actes thérapeutiques, comme le laser YAG, qui suivent des actes diagnostiques initiaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner un rendez-vous au patient pour le laser YAG et coter le matin vos actes et l'après-midi le YAG. Non, il ne vient pas pour un YAG, il vient pour un contrôle parce que sa vue a baissé et vous voyez qu'il faut faire un YAG, que ce serait bien de faire un YAG pour lui rendre l'acuité. Et donc, vous lui proposez de le faire le jour même parce qu'il y a des conditions médicales, c'est-à-dire que le patient il est handicapé, sa fille a pris une journée, il habite à Perpète. Donc là, ça peut se justifier. Il ne faut jamais le faire pour des petits actes de la CCAM. Donc il faut qu'il y ait un intérêt du patient, la distance par exemple, ou des raisons médicales, l'urgence de l'acte, l'état physique du patient.
Et il faut une rupture de temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire aux patients vous allez patienter en salle d'attente le temps que la salle de laser se libère, parce que c'est mon confrère en ce moment qui l'utilise, mais vous ne faites pas de soucis, dans 1 heure, ce sera bon, la salle sera libre. Non, ça a été jugé, il y a une jurisprudence. Ça, ce n'est pas une discontinuité, c'est une attente, mais ce n'est pas une discontinuité. Sachant que la durée de la discontinuité, elle n'a jamais été définie par la Sécu. On ne sait pas si c'est 2 heures, 3 heures. Donc, à un moment, on disait que c'était mieux de faire l'acte dans un autre lieu. Donc, par exemple, pour le laser, c'était de faire le laser en clinique. Sauf que maintenant, tout le monde a ses lasers, il y a des plateaux techniques sur place qui font qu'on a tout sous la main. On ne va pas dire aux patients, je vous vois ce soir à la clinique. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà, par exemple. Et donc, il y a un protocole de prise en charge du bilan de la DMLA exsudative, avec donc OCT fond d'œil, par exemple, et puis dans la suite, une IVT en code 5. Donc ça, effectivement, ce protocole, il existe, vous le trouverez sur le site du SNOF. Et donc, ça veut dire, on estimait que légitimement, on pouvait faire le bilan de la DMLA et l'IVT le même jour, parce que ça évitait aux patients de revenir systématiquement pour l'IVT le lendemain, quoi. Et donc, ce code qui a été validé par la SFO aussi, il n'est pas reconnu officiellement par la CNAM. C'est-à-dire que Thierry, il a eu un accord oral, on lui a dit « ah oui, c'est bien », mais on n'a jamais eu de papier écrit comme quoi on pouvait faire ça. Et donc, là, il y a beaucoup d'endroits où on me dit « ah ben non, là, on n'a jamais eu de problème ». Oui, mais ce n'est pas parce qu'on n'a jamais eu de problème qu'on n'en aura pas demain. Et puis, il y a des endroits où on me dit « ah ben ça y est, je viens d'être reprise par la caisse parce que j'ai fait du code 5 sur une IVT, quelle est la position du SNOF ?» Et là, on ressort tout notre arsenal d'argumentaire. Donc, quelle est la position actuelle du SNOF? Qu'est-ce qu'on fait? Pas simple, je as parfaitement résumé. C'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des validations de pratiques et de l'acceptation par certaines caisses et pas par d'autres. Donc aujourd'hui, pour les gens qui démarrent, je ne leur conseillerais pas forcément d'aller vers ce genre de modèle. Si effectivement ils sont à l'intérieur d'un établissement de santé, au moins il y a c'est 2 structures différentes, ça peut être plus facile. C'est Treat and Extend en fait qu'on pose, donc c'est pas simple. Et bon, je pense que si on va poser officiellement la question, j'aurais tendance à dire qu'actuellement ils ne sont pas prêts à donner un peu plus d'argent, donc j'ai peur qu'ils nous disent un non clair. Donc finalement on se retrouverait tous dans une situation difficile. Donc presque pour l'instant, j'ai envie de dire, si ça passe, voilà, mais réfléchissez pour sortir un peu de ce modèle, même s'il est pertinent, mais il est en point d'interrogation. On a de quoi globalement considérer que vous n'êtes pas de mauvaise foi, que c'est dans l'intérêt du patient, que ça limite les choses. Donc voilà, donc c'est pas illégal. On est sur une zone grise qui est pas simple, mais qui est pas facile. Mais j'ai peur que si on demande officiellement, on ait un retour cette fois-ci officiel de niet en fait. Donc j'ai presque envie de dire, pour l'instant on fait pas de bruit et puis on verra bien comment ça va se passer. Et peut-être qu'effectivement avec le HCN, on réfléchira sur une espèce de treat and extend, une facturation cette fois-ci qui comprendra l'ensemble de façon plus officielle. Parce que c'est quand même bien pour les patients, c'est clair, c'est quand même des patients âgés qui ont du mal à se déplacer. Donc on peut aller le défendre au niveau de la caisse. Donc voilà. Alors, donc après, on arrive à la prescription de biosimilaires pour les IVT. Donc la Sécu veut faire des économies sur tous les fronts. Et donc, on ne parle plus maintenant de génériques, c'est rentré dans les mœurs, mais on parle de biosimilaires. Donc c'est pas tout à fait des génériques, mais enfin ça y ressemble un peu quand même. Et donc, dans la dernière convention, il faut, au sein d'une même classe, il faut privilégier les biosimilaires. Et donc, il voudrait passer à 80% de biosimilaires, alors que nous, en ophtalmo, je pense qu'on doit être à 20%. Et donc, il porte une attention particulière donc, aux biosimilaires dans la DMLA et aussi sur les anti-TNF, mais là, ça nous concerne moins. Donc, à propos du Lucentis, il y a 2 biosimilaires et jusqu'à maintenant, il y avait un partage de l'économie qui était 30% pour le médecin et le reste pour la caisse. Et là, on passerait à 50%, un partage moitié-moitié des économies qui sont faites sur l'année par rapport au princeps quand vous prescrivez un biosimilaire. Et donc ça, ce serait jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, c'est quid de la présentation sans seringue pré-remplie, donc parce qu'effectivement, il y a un peu des réticences, parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais l'ophtalmo, quand même, il prend des risques en pompant dans le flacon, etc.
termes de manipulation, c'est plus long, donc effectivement, il y a des gens qui considèrent qu'il y aurait peut-être un peu plus de risques. La NSM vient de donner un avis comme quoi aujourd'hui le biosimilaire, il n'y aurait pas de débat et il ne serait pas choqué en tout cas que le switch soit directement fait par le pharmacien. Donc on sent bien qu'à moyen terme, de toute façon, on aura comme les génériques plus la main et que la réponse de l'endophtalmie, l'augmentation de l'ophtalmie n'est pas une réponse opposable pour basculer en termes de santé publique. Et la NSM a balayé d'ailleurs l'argument en disant aujourd'hui il n'y a pas de démonstration suffisante pour considérer qu'il y a un risque pour le patient. Voilà, je pense qu'on va aller dans ce genre de choses on n'aura plus la main à moyen terme, je pense. Alors après, c'est pas forcément malin, parce que là, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne à la caisse, hein, donc on discute avec plus grand monde, parce que finalement, le risque, c'est de basculer sur une molécule où il n'y a pas de biosimilaire. Donc il ferait mieux de travailler avec nous, à réfléchir pour que ça fonctionne, parce que sinon, je pense que nos collègues risquent de switcher plus, finalement, vers une molécule où il n'y a pas de biosimilaire. Donc je pense qu'on devrait se mettre plutôt autour de la table. Comme toujours, hein, quand ils poussent tout seuls des choses sans la profession, en général, c'est jamais très très malin en fait. Pour moi, il n'y a pas de crainte à l'utiliser. Si effectivement vous êtes attentif au bien public, aux dépenses, pourquoi pas. Si par contre vous êtes attentif à maintenir des capacités de recherche pour les gens, voilà. Aujourd'hui, c'est difficile de dire allez-y ou pas allez-y pour l'instant. Voilà. Après, c'est d'autant plus difficile parce que, comme on nous l'a dit ce matin, on ne sait pas quel est le vrai prix du princeps. Hein. Donc si le biosimilaire il est 30% moins cher, mais qu'en fait le vrai prix du princeps c'est 30% du prix affiché, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. La dame qui n'est pas là, en fait, on a quand même réussi à calculer les chiffres. Je pense qu'ils ont découvert le prix effectivement de leurs concurrents quand ils ont vu le prix du biosimilaire, puisqu'ils peuvent calculer combien il était, puisqu'il est arrivé. En fait, ils ne s'attendaient absolument pas à ce que, parce qu'ils ont découvert le prix net à ce moment-là, en fait, ils pensaient qu'il était bien supérieur. Ouais. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que dans leurs négociations, ils avaient été beaucoup moins bons que les autres. Bon, après, c'est leur sujet à eux, ils se débrouillent un peu. Et par contre, l'économie, quand ils nous annoncent, elle est calculée sur les vrais prix. D'accord. Donc il y a quand même effectivement il y a quand même une vraie masse d'argent. Parce que moi aussi je me dis, est-ce que vous avez fait vos calculs sur le prix facial, donc affiché, ou est-ce que vous avez fait vos calculs sur le prix net? Non, ils ont fait quand même le calcul sur le prix net. D'accord. Heureusement. Voilà, donc si vous avez des questions, on vous donne la parole. C'est parfait. Merci beaucoup et bon retour à tous. Bon retour.